Alors, les finances publiques françaises, un puissant fonds ou le pilier de notre modèle social? C'est la grande question. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un système qui gère, qui dépense plus de la moitié de tout ce qu'on produit chaque année. Et attention, accrochez-vous, parce qu'il y a des chiffres qui feront un peu tourner la tête. Ok, on attaque direct. La première chose à comprendre, et c'est vraiment la clé, c'est qu'il faut oublier tout ce qu'on connaît sur un budget familial. Pour une famille, c'est simple. Les revenus déterminent ce qu'on peut dépenser. Logique, non? Eh bien pour l'État, c'est tout l'inverse. C'est le monde à l'envers. D'abord, on décide de ce qu'on va dépenser, et ensuite on essaye de faire en sorte que les recettes suivent. C'est ce principe de base qui va expliquer quasiment tout le reste. Et justement, cette logique nous amène à la question, est-ce que la France est vraiment une championne de la dépense? Alors là, attention, parce que le chiffre qui arrive, c'est celui qui est vraiment au centre de toutes les discussions. Le voilà, 57,3%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour 100 € de richesse produite dans le pays, eh bien plus de 57 € passent par les mains du secteur public avant d'être dépensés. C'est énorme. Et ça nous place tout en haut du classement, parmi les pays les plus dépensiers du monde. Et le truc, c'est que ce n'est pas un phénomène récent, loin de là. Regardez cette frise. On voit bien que c'est une tendance qui dure depuis plus de 2 siècles. C'est presque une loi de l'économie. Plus un pays devient riche, plus l'État dépense. Et regardez bien les bons qu'on fait à chaque grande crise. C'est spectaculaire. Bon, mais alors pourquoi? Pourquoi cette augmentation quasi continue? D'où vient cette croissance qui a l'air de ne jamais s'arrêter? Allez, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Alors, sur le banc des accusés, on a plusieurs suspects. Évidemment, il y a les guerres, les crises, les gros chocs extérieurs. Il y a aussi, tout simplement, le fait qu'on est de plus en plus nombreux. Mais les vraies raisons, les plus profondes, elles sont structurelles. C'est la façon dont l'administration fonctionne et surtout le nombre de personnes qui vivent directement ou indirectement de l'argent public. Et ça nous amène à un concept super important, on appelle ça l'effet de cliquet. C'est facile à comprendre. Pendant une crise, hop, les dépenses publiques grimpent en flèche pour faire face. Normal. Mais le problème, c'est qu'une fois la crise terminée, les dépenses ne redescendent jamais complètement à leur niveau de départ. Jamais. On atteint un nouveau palier, plus haut, et on ne revient pas en arrière. Et là, attention, un autre chiffre qui donne le tournis, 27,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus d'une personne sur 4 en France reçoit un salaire, une pension ou une aide directement de l'argent public. Quand on entend ça, on comprend tout de suite beaucoup mieux l'échelle du système. Ok, mais qui sont ces 17,3 millions de personnes concrètement? Le graphique le montre bien. Bon, on a d'abord les fonctionnaires qui travaillent, c'est évident. Mais regardez la part des retraités et des invalides de la fonction publique. C'est une part énorme. Et puis bien sûr, il y a toutes les personnes qui reçoivent des aides, comme l'assurance chômage par exemple. Bon, on a vu le côté dépenses, c'est une sacrée somme. La question logique, c'est comment on finance tout ça? D'où vient l'argent? La réponse, elle tient en 2 mots qui font un peu grincer des dents, les prélèvements obligatoires. Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, les prélèvements obligatoires, qu'on appelle souvent les PO, c'est quoi? C'est tout l'argent que l'État, les régions, les mairies et la Sécu collectent. Donc, les impôts et les cotisations sociales. On mesure ça en pourcentage du PIB, de la richesse du pays, pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Alors, à l'échelle mondiale, on peut classer les pays en 3 catégories. Vous avez les poids plumes, ceux qui taxent peu. Au milieu, on a le gros du peloton, les pays avec des taux moyens. Et puis, il y a la catégorie poids lourds. C'est un club assez fermé et, spoiler, la France en fait partie. Regardons d'un peu plus près ce club des poids lourds. Bon, sans grande surprise, la France est bien installée en haut du classement. 43,8% de notre richesse nationale part en prélèvement obligatoire. On est dans le même groupe que des pays comme le Danemark ou l'Italie. Mais alors, ces prélèvements, c'est quoi exactement? Ce graphique est intéressant. On voit les impôts, bien sûr, mais ce qui est vraiment spécifique à la France, c'est le poids énorme des cotisations sociales. C'est ce qui finance notre sécu, nos retraites, mais c'est aussi ce qui pèse très lourd sur le coût du travail. Ok, donc on a les dépenses d'un côté et les recettes de l'autre. Le problème, évidemment, c'est quand les deux ne s'équilibrent pas. Et en France, c'est devenu la norme. L'équation hyper simple, mais elle est redoutable. Quand sur une année, les dépenses sont plus grandes que les recettes, on a ce qu'on appelle un déficit, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe quand on enchaîne les déficits année après année après année? Eh bien, chaque nouveau déficit s'ajoute aux anciens. C'est un peu comme si on empilait des briques. Et cet empilement, cet énorme tas de déficits accumulés, c'est ça la dette publique. Et le chiffre récent est là, 5,8% de déficit. Pour qu'on se rende bien compte, la règle européenne, c'est de ne pas dépasser 3%, on est donc quasiment au double. C'est ce qu'on appelle un dérapage contrôlé ou pas. Et voilà le résultat de toutes ces années de déficit. La dette publique, elle, atteint 110,6% du PIB. Il faut s'arrêter une seconde sur ce chiffre. Ça veut dire que la France doit plus que la valeur de tout ce qu'elle produit en une année entière.
Et là aussi, on est à des années-lumière de la limite européenne qui est fixée à 60%. Forcément, avec des chiffres pareils, l'Europe regarde ça de près. Pour éviter que la situation ne déraille complètement, l'Union européenne a essayé de mettre en place des sortes de garde-fous, des règles budgétaires communes pour tout le monde. Sauf que ces règles, elles ont eu une vie assez mouvementée. Ça a commencé avec le fameux traité de Maastricht en 92. Après, la crise de 2009 est passée par là et on a durci le ton. Puis avec le Covid, on a mis toutes les règles en pause, c'était l'exception. Et maintenant, depuis 2024, on a de nouvelles règles un peu plus souples. Bref, une histoire compliquée qui a suivi le rythme des crises. Ce tableau, il résume tout le défi. Pour le déficit, l'objectif officiel, c'est de repasser sous les 3% d'ici 2027. C'est ambitieux. Mais alors pour la dette, on est tellement loin de l'objectif des 60% qu'honnêtement, il n'y a même pas de plan pour y revenir dans un avenir proche. Il y a une phrase qui résume parfaitement ça. La dette publique, c'est le poids du passé. Ce n'est pas juste un chiffre abstrait. C'est le poids bien réel des décisions qui ont été prises avant. Et ce poids, il pèse sur nous aujourd'hui et il pèsera sur les générations futures. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui touche au cœur de notre modèle de société. Pour un État-providence comme la France, qui tient autant à ses services publics, à sa protection sociale, est-ce que l'idée d'un budget à l'équilibre est encore un objectif qu'on peut atteindre? Ou est-ce que c'est devenu une sorte de fantasme? La question est posée. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les chiffres de l'économie française.